du Faso, qui est un peuple et un pays que j'ai toujours admiré, et remercier toutes les autorités pour le chaleureux accueil qu'on a eu depuis ce matin, depuis l'aéroport jusqu'à la réception avec le président du Faso, et toute l'attention dont on a bénéficié depuis ce matin. C'est un plaisir d'être là. Et je crois qu'également la télévision nationale du Faso me devra quelque chose. C'est la première interview que j'accorde depuis 3 ans à une télévision étrangère. Et c'est vous dire l'importance que j'ai accordée à cette visite, qui est une visite qui a un double sens. D'abord, comme vous l'avez dit, je suis venu sur invitation de mon homologue, le Premier ministre du Faso, à qui j'avais exprimé d'abord mon souhait de venir pour une visite de travail. Et il a reformulé en proposant cette date qui coïncidait effectivement avec le second terme de ma visite, l'inauguration du mausolée d'un des plus grands hommes que l'Afrique ait produit, qui est une référence pour nous tous depuis notre tendre enfance, en l'occurrence le président Thomas Isidore Sankara. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que coïncidence ne pouvait mieux tomber pour être là aujourd'hui. Et nous avons démarré effectivement les discussions de manière plus ou moins informelle. Il y aura une rencontre intergouvernementale pour aborder, passer en revue la coopération entre les deux États. C'est une inauguration qui a beaucoup d'importance pour nous. Tous ceux qui m'ont suivi depuis des années ont entendu la référence régulière que j'ai faite à Thomas Sankara dans mes discours, dans mes écrits également. Ce n'est pas de la démagogie. Je considère que c'est un homme qui a beaucoup apporté à l'Afrique, qui certainement a été peut-être un peu en avance sur son temps, mais qui aujourd'hui continue de nous inspirer dans la double dimension de son combat, dimension de souveraineté, de patriotisme, c'est extrêmement important, mais dimension également d'une gestion rigoureuse et sérieuse de l'État, sobre, pour être au service des populations. Et c'est pourquoi c'est important pour moi d'être aujourd'hui ici et de représenter à travers moi son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais également tout le peuple sénégalais. D'accord, justement, que représente le président Thomas Sankara pour vous? Vous savez, nous nous sommes lancés en politique à partir d'un certain nombre de constats, des constats relatifs à des préoccupations internes au Sénégal, mais des constats beaucoup plus génériques par rapport au rapport de l'Afrique au reste du monde. Et évidemment, deux notions ont pris une importance particulière dans notre diagnostic de base qui a prévalu à la création du parti. La notion de patriotisme qui interpelle le Sénégal en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État, et la notion de souveraineté qui renvoie au panafricanisme dans sa dimension la plus fluide. Évidemment, l'Afrique n'est pas une réalité homogène. Il ne faut pas qu'on se leurre en pensant que dès qu'on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était une seule réalité. C'est un continent qui, d'est en ouest, du nord au sud, présente des spécificités. Mais c'est un continent qui, à la base, regroupe un certain nombre de caractéristiques communes, indépendamment des petites différences. Et sous ce second aspect, un certain nombre de leaders politiques illuminent effectivement nos réflexions, mais également guident quelque part notre action. Il s'agit certainement du président Thomas Sankara, mais il y a d'autres leaders comme Patrice Lumumba, comme Mamadou Dia au Sénégal, qui est d'ailleurs une de nos références les plus solides. Vous avez vu que récemment, le président Diomaye a rebaptisé la plus grande avenue chez nous pour lui donner le nom du président Mamadou Dia. Certainement d'autres, Kwame Nkrumah à côté. C'est autant de leaders qui nous inspirent. Évidemment, nous nous inspirons d'eux, mais en nous adaptant à notre contexte. Les contextes ne sont pas les mêmes et nous pouvons prendre beaucoup de leurs idées, de leur conception des choses, mais en l'adaptant à notre contexte, à notre temps et aux outils dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est cela que représente effectivement Thomas Sankara. Ce n'est pas seulement dans le discours politique, mais les actes qui ont été posés durant le court temps qu'a duré son règne pour souverainiser
le Burkina Faso pour ramener les valeurs et les traditions qui fondent la société burkinabé. Ça, c'est extrêmement important pour tout Africain qui veut aujourd'hui mener un combat similaire. Justement, est-ce que vous pensez que les pays africains aujourd'hui doivent s'inspirer donc de cet idéal de souveraineté, de lutte contre l'impérialisme qu'a incarné le président Thomas Sankara donc pour aller de l'avant? Vous savez, je serais très prétentieux pour pouvoir parler au nom de toute l'Afrique et j'éviterai sûrement d'apparaître comme un donneur de leçons. Je peux parler du Sénégal avec beaucoup d'aisance. Je peux, avec beaucoup d'humilité, faire des suggestions pour le reste de l'Afrique. Et je pense que nous devons poser les actes dès lors qu'on nous a dit que nous étions des États indépendants. Cette indépendance, nous l'avons arrachée d'une manière ou d'une autre. Certains ont dû lutter militairement, même j'allais dire physiquement. D'autres ont mené des luttes politiques pour aboutir à l'indépendance. Dès lors qu'on a cette indépendance, c'est à nous de donner un contenu à notre souveraineté. Qu'est-ce qui a fait que durant toutes ces années, nos leaders, en tout cas une bonne partie de nos leaders, ont accepté de continuer de subir les dictats et les ordres venant d'ailleurs? Ça renvoie à nous-mêmes, à nos élites d'abord, mais également peut-être pour une moindre part au peuple qui doit s'intéresser et s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Et c'est pourquoi nous considérons qu'il nous faut beaucoup moins être dans la défensive, mais incarner de manière offensive l'indépendance que nous avons acquise. C'est-à-dire que nous avons acquis en posant des actes très concrets et voir dans quelle mesure ces actes-là seront contredits ou contrecarrés par d'autres. À partir de ce moment, on pourrait revenir sur l'aspect défensif de la souveraineté. Et c'est pourquoi, si je prends l'image du Sénégal, depuis 1 an qu'on est au pouvoir, on a posé des actes de souveraineté. Je n'en veux pour preuve que la présence militaire. On a dit, on ne peut pas admettre au Sénégal qu'il y ait des bases militaires étrangères. Et pour tout pays qui avait une base militaire au Sénégal, on l'a notifié pour leur dire que nous demandons à ceux qui retirent toutes les troupes du Sénégal. Et cette opération est lancée. Si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 jours, une base militaire a été libérée et le processus prendra fin d'ici le mois de juillet et le Sénégal n'aura plus sur son sol de base militaire étrangère. On n'a pas besoin, pour moi ça doit être un acte ordinaire pour un pays, de dire que nous sommes souverains, nous avons une armée nationale, nous avons des forces de défense et de sécurité, nous pensons pouvoir gérer nous-mêmes notre sécurité. Et c'est autant d'actes qui sont posés sur la gestion de nos ressources naturelles. Qu'est-ce qui a fait que l'Afrique n'ait pas pu bénéficier de ces ressources naturelles comme l'ont pu d'autres zones du monde, en Asie, dans le Golfe, en Europe, en Amérique. Tout le monde jouit de ces ressources naturelles, sauf l'Afrique. Pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin d'un discours? Non. On pose les actes. S'il y a des choses à renégocier, on les négocie. Nous sommes ouverts pour le partenariat avec le monde entier, mais qu'il soit juste, équilibré et mutuellement gagnant. C'est des actes qu'il faut poser et avancer. Et je pense que nous nous inscrivons, nous, dans cette dynamique et nous souhaitons que ça puisse être le cas de tous les pays africains parce que le continent doit prendre son destin en main maintenant et de manière souveraine, de manière assumée, mais en comptant d'abord et essentiellement sur lui-même. Et c'est je n'ose pas de manière péremptoire ou impérative l'élargir à tout le monde, mais je peux, dans le discours et dans les actes qu'on pose, en espérer, inspirer également, comme nous nous inspirons nous-mêmes de ce qui se fait de bien dans d'autres pays africains. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'une des questions en débat actuellement au sein de la jeunesse africaine, c'est la question donc du franc CFA. Alors, quel regard vous portez donc sur le franc CFA? Notre position sur le franc CFA a été très constante. Vous savez, j'ai la chance d'être un homme politique qui a écrit des livres. Et ma pensée est dans ces livres-là. Mais ma pensée est exprimée également à travers des émissions, des meetings. Notre position a été toujours constante. L'effort d'intégration d'une sous-région qui passe par
des actes forts pour avoir un marché commun, pour avoir des législations tarifaires communes, pour avoir une monnaie commune. C'est un effort salutaire. Nous voulons un espace intégré. Nous voulons une zone la plus intégrée possible en Afrique de l'Ouest, qui peut aller au-delà de l'espace UEMOA, mais nous le voulons. Nous le souhaitons. Parce que nous sommes dans un monde où les gens se regroupent dans des ensembles pour être plus forts. C'est notre souhait. Et la monnaie est un instrument extrêmement important de politique pour un État. À côté de la politique budgétaire, la politique monétaire est extrêmement importante. Et c'est important que la zone ait réussi de mettre en place un marché commun, de mettre en place une monnaie commune. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est que cette monnaie continuait à symboliser quelque part une présence coloniale, quoi qu'on dise. Et nous avons considéré que cette monnaie dépouillée de ces éléments-là redevenait une monnaie des Africains, par les Africains et pour les Africains. Il y a des aspects symboliques, c'est l'appellation de la monnaie. Même si CFA de 1960 ne signifie plus tellement CFA de 1900, mais le seul fait qu'on parle encore de CFA pose problème. Ça, c'est un élément. Mais ça, c'est les aspects les moins importants. C'est symbolique. Après, la monnaie est un instrument, comme je l'ai dit, de politique publique. Le débat qu'on se pose, c'est est-ce que cette monnaie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est adaptée à nos options de développement? De la réponse à cette question doit dépendre l'orientation qu'on va prendre. La monnaie CFA, arrimée à l'euro et à la zone euro, semble être une monnaie trop forte pour nos économies, qui nous restreint à être des pays importateurs qui consomment ce qui est produit ailleurs, mais qui ne nous rend pas très compétitifs quand on veut inverser la tendance. Or, la logique dans nos pays, c'est d'aller vers une politique de substitution des imports. C'est entre autres un des griefs économiques, il y en a beaucoup d'autres, notamment le manque de flexibilité et beaucoup d'autres aspects. À partir de ce moment, c'est de la réponse qu'on apporte à ces considérations techniques qu'aura dépendre notre décision d'aller dans tel ou tel autre sens. Et nous avions dit, depuis mes écrits, mon livre de 2018, quand je devais être candidat à l'élection présidentielle, jusqu'au programme du président Bassirou Diomaye de 2024, nous sommes restés constants. Nous sommes dans un ensemble qui présente ses avantages, mais qui a des inconvénients. Nous poserons le débat avec nos partenaires pour leur dire que nous devons évoluer. Si une solution est trouvée dans ce cadre-là, tant mieux. Il n'y a aucune raison pour que nous sortions de cette monnaie. Mais si ce n'est pas le cas, nous assumerons notre responsabilité. Et nous sommes toujours dans cette logique. Quand nous sommes arrivés, la BCEAO, qui est l'institution commune, nous a présenté les travaux qu'ils ont faits, qui vont exactement dans le sens de ce que nous avons dit tout à l'heure. Il s'agit maintenant pour les présidents de se retrouver pour valider un certain nombre d'options. Ça, c'est l'aspect politique. Les techniciens ont fait leur travail. Et nous espérons que les présidents vont convoquer, vont statuer, vont nous permettre de faire un pas significatif vers l'appropriation totale et définitive de notre monnaie pour pouvoir avoir un instrument monétaire et une politique monétaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est pourquoi nous sommes toujours obligés de nous recentrer sur nos politiques budgétaires avec les tensions que nous vivons. C'est ça notre position, nous restons constants. Il y a beaucoup d'amalgames qui se font, oui, c'est eux qui avaient dit qu'ils sortiraient. Un État se gère de manière responsable. Et nous sommes avant tout des panafricanistes. Tout ce qu'on peut faire pour rester dans la cohésion, nous le ferons. Mais si on se rend compte que ça ne va pas dans le bon sens et que ce n'est pas bon pour nous, le panafricanisme a ses limites également. Ça ne peut pas se faire au détriment des intérêts des États. À partir de ce moment, nous assumerons toutes nos responsabilités par rapport à cette monnaie. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'intégration économique en Afrique de l'Est rencontre actuellement des difficultés. La CEDEAO
compte actuellement 12 pays, après donc le retrait des pays de l'AES. Comment est-ce que justement vous avez vécu ou vous vivez en tout cas cette rupture entre la CEDEAO et l'AES? Avec beaucoup de regrets. Il faut dire les choses, ne pas être panafricaniste et souhaiter que les ensembles, les fragiles ensembles que nous avions peiné à rassembler éclatent. Je ne pense pas que les pays de l'AES l'aient fait de gaieté de cœur. Je ne pense pas que le reste de la CEDEAO l'ait accepté de gaieté de cœur. Les rassemblements, c'est d'abord les rassemblements des peuples, avant d'être les rassemblements des dirigeants. Et les peuples continueront à être des peuples de la CEDEAO, quoi qu'on veuille. Ce n'est pas parce que 3 pays sont sortis de la CEDEAO qu'on est dans une rupture totale, opaque, et qu'il n'y ait plus de relations commerciales, de relations économiques, de relations sociales même. Parce que de part et d'autre des frontières, c'est souvent les mêmes populations avec les mêmes ethnies qui vivent. Et notre zone est condamnée à vivre ensemble. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Nous n'avons pas de choix. Maintenant, il y a des situations politiques qui se présentent à nous. Des erreurs ont été commises. Il faut dire les choses telles quelles. Je n'ai pas commenté la décision. Lors de sa dernière sortie sur la question, le président Diomaye Faye a appelé à respecter la décision des pays de l'AES. C'est une façon de parler. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on le respecte, c'est des États souverains qui prennent leurs décisions. Des erreurs ont été commises à la base, je pense que principalement des erreurs de la CEDEAO dans la gestion d'un certain nombre de situations. Je l'ai dit quand j'étais opposant, je le redis aujourd'hui. Et je ne dis pas des choses pour plaire au pays de l'AES ou pour plaire à la CEDEAO. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Malheureusement, nous sommes dans un manichéisme qui fait que de plus en plus le discours c'est « il est avec moi ou il est contre moi ». Vous pouvez être convergent sur 80%, 90%, il suffit que sur une question, il y ait des avis divergents et vous devenez, des avis divergents du moins, et vous devenez l'ennemi. Ce n'est pas ça. Nous devons aujourd'hui nous élever à la hauteur de nos responsabilités, tous tant que nous sommes. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Je reste fidèle à mes idées. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurions jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on l'a suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Mais malgré tout, les problèmes familiaux se règlent en famille. Des gens ont eu des problèmes beaucoup plus profonds. Des gens se sont menés des guerres qui sont devenues des guerres mondiales, avec des dizaines de millions de morts. Et aujourd'hui, ils sont dans les espaces intégrés pour faire face au reste du monde. Et c'est nous, dans ce sens-là, que nous avions dit que notre souhait, c'est que l'espace n'éclate pas. Parce que même si ça a éclaté, nous continuerons à travailler ensemble. Prenez le cas du Burkina et du Sénégal. Nous avons 20 accords de coopération signés et ratifiés. Il y a 23 autres qui sont en cours de discussion. Vous pensez que c'est parce que le Burkina n'est plus dans la CEDEAO que ça va arrêter? Non. Nous allons continuer et même peut-être accroître la coopération. Les espaces sont des espaces politiques.
des cadres politiques. Mais ce qui va se passer entre les États et les peuples va continuer. Et nous espérons, en respectant les choix des uns et des autres, et j'espère que la CEDEAO va en tirer toutes les conséquences pour que, dans le traitement à la base, je disais tout le temps, on ne peut pas ignorer les causes réelles d'une maladie pour vouloir se pencher sur les symptômes. S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas? Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. C'est ces erreurs qui nous ont conduit à ça. Et j'espère que la CEDEAO en tirera toutes les leçons et surtout aura l'ouverture qu'il faut pour traiter tous les États de manière égale. Il n'y a pas ici de grands ou de petits États, etc. Et peut-être sous ce chapitre, et je ne désespère pas, tôt ou tard, que les retrouvailles se fassent, parce que nous avons un destin commun. Justement, le président Diomaye Faye et son homologue du Togo ont été désignés par la CEDEAO pour mener donc une médiation. Est-ce que vous pensez que les positions sont encore conciliables? Les positions sont toujours conciliables. L'histoire est faite de séparation et de retrouvailles. De séparation quelquefois très douloureuses, qui ont abouti certainement quelquefois à des guerres et tout, et de retrouvailles. C'est maintenant, c'est dans 10 ans, c'est dans 100 ans, Dieu seul sait. Mais d'abord sur la médiation, je pense que le président Faye a fait ce qu'il a fait de bonne volonté. Beaucoup de gens, même dans l'opinion publique, une certaine opinion publique, pas tout le monde dans les pays frères de l'AES, dès lors que le président Diomaye a été désigné médiateur, ont immédiatement voulu l'associer ou alors lui imputer une responsabilité dans ce qui s'est fait. Je rappelle que tout ça ne nous avait pas trouvé, nous, au pouvoir. Peut-être que ceux qui l'ont désigné médiateur ont considéré qu'ils étaient suffisamment déjà contestés ou indexés pour pouvoir eux-mêmes être les solutions. Et c'est pourquoi ils ont considéré que le Sénégal, qui venait d'accéder au pouvoir avec une certaine vigilité, pouvait peut-être réussir là où ils ont réussi. Mais ce n'est absolument pas un positionnement du Sénégal contre X ou pour Y. Le Sénégal n'est pas dans ces jeux-là. Et il l'a fait avec toute la bonne volonté du monde. Tout le respect dû à tout le monde. Parce que c'est ça l'identité aussi diplomatique du Sénégal. Mais dès lors qu'il a dit qu'il faut respecter la volonté et les choix du pays de l'AES, nous devons tous en tirer des conséquences que peut-être qu'il considère qu'il a fait ce qu'il pouvait. Certainement il a déjà rendu compte à ses pairs de la CEDEAO, mais ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire, comme je dis. Les relations bilatérales vont continuer et certainement le temps nous édifiera sur ce qui sera fait. Mais même si c'est maintenu, je dis que à la limite, ce n'est pas le plus important. Je vous donne un exemple. Si les pays de l'AES sortent de la CEDEAO, théoriquement, qu'est-ce qui manque? Ils ne sont plus dans le marché commun et ils ne partagent plus un certain nombre d'avantages communs en termes de facilité de circulation, en termes de documents de voyage, etc., etc. Mais fondamentalement, la ZLECAf, que nous avons tous ratifiée, offre exactement les mêmes avantages dans l'espace africain, beaucoup plus large. Et ce qui est indexé ici, dans le cadre de la CEDEAO, c'est particulièrement la dimension politique de la CEDEAO. La dimension politique. Avant qu'on arrive à la CEDEAO, la première formulation n'avait pas ces aspects politiques-là, où l'ensemble des pays pouvait s'intéresser sur ce qui se passait politiquement dans un autre pays et y intervenir. Ça, c'était l'aspect marché, l'aspect économique qui était privilégié. Ce qui est contesté aujourd'hui par les pays de l'AES, c'est qu'on ait pu, à un moment donné, mettre en branle la dimension politique de la CEDEAO au point de vouloir mettre des sanctions contre ces pays-là. Je pense que l'évolution naturelle des choses va nous édifier, mais je ne vois pas d'impact
important possible dans cette séparation sur le plan de la coopération entre les pays et dans la zone globalement. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'un des arguments qui a été avancé par les pays de l'AES pour sortir de la CEDEAO, c'est, si on peut le dire, la non-assistance donc face donc à la crise sécuritaire, à la lutte contre le terrorisme. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que le Sahel, à votre avis, donc on peut parvenir à juguler cette crise sécuritaire dans le Sahel? Vous me permettez d'abord de réitérer toute ma solidarité avec nos amis et frères du Sahel. Ce n'est pas une crise du Sahel, c'est une crise de l'Afrique d'une manière générale et de l'Afrique de l'Ouest. Aucun de nous ne sortira indemne de cette affaire et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sous la menace. Ceux qui font ces actes n'ont pas d'amis. Et la preuve, je crois qu'ils ont pu être à l'aise dans certains pays il y a quelques années et aujourd'hui ils attaquent ces mêmes pays. Nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit droit en pensant que dès lors que je suis plus ou moins au chaud, j'échappe à cette menace. Apporter toute ma solidarité à tous les pays du Sahel et tous les pays frappés de ce terrorisme. Je crois que le Nigeria le vit depuis pas mal de temps avec un mouvement interne, beaucoup d'autres pays, et même de plus en plus des pays comme le Bénin, le Togo, ainsi de suite. Le Sénégal est menacé également par ce phénomène. Peut-être que pour le moment, c'est plus difficile, mais je sais que dans la stratégie de ces groupes, aucun pays ne doit penser être épargné. Féliciter également et rendre hommage au peuple burkinabé pour sa résilience, parce que ce n'est pas évident de faire face à une menace asymétrique. La difficulté, c'est qu'on n'est pas en face d'armées conventionnelles pour pouvoir mener une guerre conventionnelle que nos armées classiques connaissaient. Nous sommes face à une menace asymétrique extrêmement difficile qui commande qu'on se réinvente tout le temps en privilégiant d'autres méthodes d'anticipation. Présenter aussi nos condoléances pour toutes les vies humaines perdues. C'est douloureux. Les vies humaines civiles comme militaires, c'est douloureux. Ceci dit, je crois qu'il y avait des initiatives. Elles ont été trop lentes. La réactivité qu'il y a eu par rapport aux crises politiques n'est pas la même quand même que pour faire face à ce fléau. Ça, il faut le reconnaître. Je crois qu'il y avait la force d'intervention en attente que la CEDEAO a mis en place avec un certain nombre d'éléments, également des dotations en matériel, des cotisations budgétaires pour pouvoir faire face. Et je crois que cette force en attente est toujours en attente et veut intervenir. Est-ce que ça a été lent? Je le crois, oui, parce que quand il y a un problème politique dans un pays, la CEDEAO réagit rapidement. Sauf que dans le cas de mon pays, le Sénégal, la CEDEAO, on ne l'a pas entendu. Quand nous-mêmes, on était martyrisés et j'étais en prison, on a vécu beaucoup de choses, on n'a pas entendu la CEDEAO. Je crois que c'est quand il y a peut-être des coups d'État qu'elle réagit rapidement. Mais ceci dit, pour moi, il n'est jamais trop tard. Même dans la configuration actuelle, qu'il y ait l'AES à côté, le reste de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO sont frappés aujourd'hui par le terrorisme. Le terrorisme ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas de pays. Il ne connaît pas d'entité AES ou d'entité CEDEAO. Il frappe partout où il peut frapper. Donc, voilà un terrain de coopération entre l'AES et le reste de la CEDEAO qu'il faut continuer à implémenter, mais faudrait-il que les partis se retrouvent et continuent à se parler. Ce n'est pas la fin du monde que 3 pays aient décidé de s'organiser en confédération, mais ils sont des pays frontaliers à des pays de la CEDEAO. Il faut que les discussions reprennent, qu'on se retrouve autour des questions sécuritaires. Je dis que l'Afrique a 2 problèmes qui se manifestent de manière différente selon les pays. C'est le problème sécuritaire et c'est le problème économique. Dans le cas du Burkina, la difficulté, c'est qu'il faut allier l'impératif du sursaut économique, et je salue tout ce qui est en train d'être fait sur le plan de la révolution agricole, etc., mais l'allier à faire face également à cette menace, ce qui est très difficile. Et je pense que
les pays africains de manière générale, mais la zone CEDEAO, doit s'organiser pour faire face. Je rappelle que les gens oublient que le plus vieux contentieux militaire de l'Afrique même se trouve chez nous, en Casamance, qui est ma terre natale. Pendant des décennies, on a vécu cette situation. Elle n'est pas totalement éteinte, mais nous sommes en train de faire le nécessaire. On a vécu cette situation. On n'a pas eu d'assistance. On n'a pas eu une collaboration qui permettait de faire face. Ça a été très douloureux et très dur pour le Sénégal. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui ce que certains pays vivent. Encore que là-bas, c'est moins grave, parce que c'était une revendication localisée. Or, ce à quoi vous faites face n'est pas localisé. Ça n'a pas de territoire. Et à partir de ce moment, je conviens avec vous que les autorités de la CEDEAO doivent aujourd'hui se retrouver autour de ces questions essentielles, avec celle de l'AES, et qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour juguler ce phénomène. D'accord. Alors, on va parler peut-être de la coopération entre le Sénégal et la France, parce que nous tirons donc vers la fin de cet entretien. Alors, quel est l'état de cette coopération aujourd'hui? Elle est comme toutes les autres coopérations. Il n'y a pas d'exception ou de spécificité. Je ne vais pas trop développer parce que je ne suis pas là pour parler de la France, en ce sens que ce serait peut-être donner ce que vous ne voulez pas, c'est ce qu'on va faire, donner un peu trop de relief à une collaboration par rapport à beaucoup d'autres. Je crois que nous avons dépassé cette étape où un pays, quelle que soit l'histoire qui a pu nous lier dans le passé, qui continue à nous lier, qu'un pays focalise toute notre attention. Nous considérons que la France est un partenaire comme tous les autres. Nous n'avons rien contre elle et nous posons des actes de souveraineté. Tous les jours que Dieu fait, nous posons des actes de souveraineté, non pas parce que nous voulons, nous avons des griefs contre tel ou tel, mais c'est comme ça que doit marcher un pays dès lors qu'il se dit pays indépendant. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple des bases militaires qui sont particulièrement françaises en l'occurrence, parce que c'est le seul pays qui disposait de bases militaires. Ceci dit, en dehors de ces considérations, nous avons des relations avec la France, comme nous en avons avec le Burkina, avec le Mali, avec les États-Unis, avec la Chine. C'est des relations normales, ordinaires. Nous n'avons pas peut-être les mêmes développements entre le Sénégal et la France que ceux qu'il y a eu entre le Burkina et la France ou un autre pays avec la France. Et c'est là où chaque pays doit s'adapter par rapport à son histoire passée, mais surtout présente. Et nous reconnaissons à chaque pays le droit de faire ses choix. Il est impératif, parce que là je m'adresse à une certaine opinion africaine, parce qu'on se trompe souvent de combat. Il faut qu'on sorte d'une posture où c'est comme ça ou c'est rien. On a été suffisamment divisé pendant trop longtemps, et quelquefois sur des détails. Aujourd'hui, il est question de réunir tous les panafricains, tous les souverainistes, de les réunir autour du combat qui est celui de la libération de l'Afrique, de la réappropriation par l'Afrique de ses ressources naturelles, de tout son potentiel, de gagner les vrais combats qui sont les combats de la sécurité et le combat du développement économique et social. Et ce matin, on a longuement discuté avec le président Traoré, que je considère comme un ami et un frère. Le président Traoré, on se parlait, j'étais opposant, il venait d'arriver au pouvoir. La dernière fois qu'on s'est parlé avant mon arrestation, c'était 48 heures avant mon arrestation. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que datent nos relations. Et aujourd'hui, on a eu quand même la possibilité en tête-à-tête de beaucoup discuter. Et nous pouvons avoir des points de convergence forts, mais nous pouvons avoir quelques éléments sur lesquels, selon la spécificité des pays, les gens n'ont pas les mêmes positions. Ça ne doit pas être des facteurs de cristallisation sur des positions. Parce que si on devait regarder les points de convergence, elles sont à 95%. Maintenant, le Burkina, c'est le Burkina. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Un autre pays, c'est un autre pays. Et je réitère, nous, Sénégal,
notre combat, au-delà des divergences qu'il y a, qu'on peut comprendre, c'est de tout faire pour réunir les fils et les filles d'Afrique autour d'objectifs communs, forts, pour faire face au reste du monde et aller à la conquête du monde. Et si on veut faire ça, il nous faut faire preuve de dépassement et de tolérance mutuelle sur les aspects. Personne n'est plus panafricain que quelqu'un d'autre. C'est selon les contextes que les gens s'adaptent. Quand nous posions le débat souverainiste et quand nous menions le combat, ça fait 10 ans que nous avons commencé en tant qu'opposants anonymes, inconnus. Il y a 10 ans, vous aurez parlé de Sonko au Burkina, les gens vous diront, est-ce que ce n'est pas un Burkinabé, est-ce que ce n'est pas un Zongo qu'on a transformé en Sonko là-bas? Et on a fait notre petit chemin. On est resté cohérent et constant. Évitons les facteurs de division sur des détails souvent et mettons-nous autour de l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir de manière démocratique qu'on n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir par d'autres moyens qu'on est plus révolutionnaire que d'autres et vice-versa. Des gens ont été adulés, ils sont arrivés au pouvoir par les armes, ils ont été adulés parce qu'ils ont fait des résultats. Des gens sont arrivés par les urnes, ils ont été renversés parce qu'ils n'ont pas fait de résultats. Le plus important, c'est notre rapport à nos peuples, notre capacité à nous mettre au service de nos peuples et de l'Afrique. Et c'est important. Souvent, on apprécie sur ces détails. Le Burkina est une patrie pour moi. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le Burkina. Quand je fais des divertissements, c'est les films burkinabés que je regarde, le curé, l'Adi et autres, parce que c'est ça mon divertissement, moi. Et j'apprécie beaucoup le peuple burkinabé pour sa correction, son éducation, son originalité, rester le même peuple. J'aime beaucoup ce pays, son originalité, et je crois que le Sénégal et le Burkina ont plus de liens qu'ils le soupçonnent eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai tenu à être là, pour la mémoire du président Thomas Sankara, mais pour réaffirmer cette relation forte entre nos deux pays et que, sous la présidence de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous voulons faire de cet axe Ouagadougou-Dakar un axe très fort. Le reste, c'est la politique. AES, CEDEAO, ce qui nous intéresse. Nous allons renforcer nos relations avec le Burkina, avec le Mali, avec le Niger et avec tous les autres pays parce que c'est ça nos convictions. D'accord. Alors, dernière question, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous êtes là pour le mausolée Thomas Sankara. Aujourd'hui, quel message vous avez donc à l'endroit de la jeunesse africaine? D'abord, un message d'unité. Je crois qu'il y a, je ne veux pas utiliser le terme, mais quand je vois souvent ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression que l'Afrique est plus divisée que jamais. Et au niveau de son segment le plus essentiel, sa jeunesse. La jeunesse de l'Afrique, c'est sa force. Il faut qu'on transforme cette jeunesse non pas en charge, mais en dividende. Le dividende démographique. Cette jeunesse doit être à la pointe du combat panafricain, du combat de l'unité. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on sera un seul pays. Non. Mais c'est de faire de ce continent un espace libre, cohérent pour tout Africain. Et de le hisser au niveau qui doit être le sien. Parce que j'ai tendance à dire que le XXIe siècle doit être africain. C'est notre siècle. C'est le seul continent qui a encore des marges extrêmement importantes. La Chine, sur ces 30 dernières années, a été le moteur de la croissance mondiale. Elle s'essouffle. Ça doit être maintenant le tour de l'Afrique. Évidemment, il nous faut régler la question de la sécurité, je suis d'accord avec vous. Mais il nous faut beaucoup parler à notre jeunesse. Qu'on ne se trompe pas d'ennemis. L'adversité qu'il y a quelquefois entre les... Même pour une petite compétition de football, c'est comme si c'est la guerre mondiale entre nos jeunes. Je pense qu'il faut aujourd'hui que notre jeunesse comprenne qu'elle doit être le fer de lance de cette unité. Il peut y avoir des problèmes politiques entre les dirigeants politiques, mais ce n'est pas entre les peuples. Aucun peuple africain ne est un autre peuple africain. Et souvent, au sein d'un même peuple, les actes posés par les gouvernants sont désapprouvés. Certains vont même jusqu'à faire des manifestations pour soutenir le Y. C'est un message d'unité.
un message de dépassement. Qu'on sache que aucun de nos pays ne peut aller sans l'autre. C'est illusoire. Soit, quand même, un pays peut se développer s'il est bien géré, s'il est stable et s'il fait le nécessaire, il peut se développer. Mais il ne sera jamais une puissance. Parce que pour être une puissance, il faut un territoire, il faut une population. Si je dis territoire, c'est un territoire vaste. La zone Afrique de l'Ouest fait 6 500 000 km². Moins que la Chine, qui a 8 900 000, moins que les États-Unis, qui a 9 millions presque. Il faut une population. Le Burkina fait 25 millions ou 27 millions d'habitants. Le Sénégal en fait 18, ce n'est pas des marchés. La Chine fait 1,3 milliard, c'est pourquoi elle peut résister même aux attaques qu'elle subit. Nous avons ce destin commun, il faut qu'on le comprenne. Et ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mon souhait, c'est que tout le monde se parle, qu'on essaie de dépasser cette situation et qu'on s'entraide mutuellement. Là où le Sénégal a des problèmes que le Burkina n'a pas, que le Burkina puisse être là et vice-versa. C'est ce message que là, je rends à la jeunesse, mais évidemment, il faut que l'élite politique soit à la hauteur également. Il faut que l'élite politique soit à la hauteur et sorte de ces conflits qui ne servent à rien. Sorte de... L'Afrique est attaquée en réalité. On a parlé tantôt de terrorisme. Mais, M. Aboubakar, d'où proviennent les armes que ces gens-là utilisent? Vous savez ce que coûte un drone? Vous savez ce que coûte même une Kalachnikov? D'où proviennent ces armes-là? Il y a des gens qui leur donnent ces armes. Mais en le faisant, ils n'attaquent pas le Burkina, ils attaquent toute l'Afrique. Et c'est une réponse commune qu'il nous faut face à ces phénomènes-là. Et nous devons mobiliser toutes nos populations, à commencer par la jeunesse, et que les élites politiques soient à la hauteur, elles également, parce que c'est un gros problème. Et qu'on parvienne à identifier, je le réitère et c'est là où je vais chuter, les deux enjeux fondamentaux, la sécurité et le développement économique. Malheureusement, on perd beaucoup de temps sur le débat politique. Merci, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé cette interview. Tout le plaisir donc était pour nous. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet entretien que nous a accordé le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Restez en compagnie des programmes de la RTB. Bonsoir. La RTB, la chaîne au cœur des grands événements, reçoit pour vous ce soir une personnalité africaine de marque. Son discours de rupture pour un Sénégal et une Afrique libre et digne mobilise la jeunesse. Dès lors qu'on nous a dit que nous étions des États indépendants, cette indépendance, nous l'avons arrachée d'une manière ou d'une autre. Certains ont dû lutter militairement, même j'allais dire physiquement. D'autres ont eu mené des luttes politiques pour aboutir à l'indépendance. Dès lors qu'on a cette indépendance, c'est à nous de donner un contenu à notre souveraineté. Qu'est-ce qui a fait que durant toutes ces années, nos leaders, en tout cas une bonne partie de nos leaders, ont accepté de continuer de subir les dictats et les ordres venant d'ailleurs? On a été suffisamment divisés pendant trop longtemps, et quelquefois sur des détails. Aujourd'hui, il est question de réunir tous les panafricains, tous les souverainistes, de les réunir autour du combat qui est celui de la libération de l'Afrique,